Merci beaucoup Marcel Arrossi. Vous restez avec moi donc pour la suite de cette émission pour recevoir l'invité du jour. On parlera bien évidemment de la journée internationale de la francophonie. Vous savez, aujourd'hui c'est le 20 mars et chaque 20 mars on s'arrête un instant pour célébrer l'Organisation internationale de la francophonie, une institution culturelle qui réunit plusieurs États à travers le monde qui ont ou en partagent ou non la langue française depuis l'institution ou les rangs de l'institution véritablement grossit et elle reçoit presque chaque année de nouveaux venus, de nouveaux arrivants, pour le bien ou pour le mal. En tout cas, on parlera de tout ceci avec le secrétaire permanent ici à Cotonou. On en parle tout de suite et maintenant. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. 20 mars, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la francophonie. Et pour évoquer justement cette commémoration, nous recevons sur ce plateau Monsieur Paulin Agbito-Poiron. Il est diplomate, ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères. Il est en poste donc à la commission, au secrétariat donc général de la Commission nationale permanente de la francophonie du Bénin depuis le 13 février dernier. Bonjour Monsieur Agbito-Poiron. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi. Une invitation très matinale. Vous étiez là très à l'heure. Merci donc de vous joindre à nous pour évoquer justement la francophonie. Mais avant justement d'engager les discussions ici sur ce plateau, je vous invite à voir cet élément que nous propose Renaud Akakou. Il nous parle de la genèse de l'institution, d'où elle est partie et où est-ce que nous en sommes à présent. Regardez. Né sous la plume du géographe français Onésime Reclus, en 1880, le mot francophonie s'est mué en francophonie institutionnelle un siècle plus tard. Il désignait la France et ses colonies, mais cette inspiration peu flatteuse du fait du relent colonialiste tombe dans l'oubli. Il a fallu attendre les années 60 pour voir sa renaissance sous la houlette de 4 figures de proue de l'histoire contemporaine. Les anciens présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Diori du Niger et l'ex-prince du Cambodge, Norodom Sihanouk. La plus-value de la francophonie et sa portée politique sont ainsi magnifiées pour l'ancien président poète et membre de l'Académie française. Ce creuset n'est ni une tour, ni une cathédrale. Il se présente comme une communauté ayant en partage le français. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. C'est le 20 mars 1970 que la francophonie institutionnelle a connu son baptême du feu avec la création au Niger de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Plus d'une décennie après, elle s'offre une lucane mondiale avec le lancement de la chaîne de télévision TV5. L'autre initiative majeure portée par la famille francophone est la création d'un poste de secrétaire général. Cette décision historique a été actée à Cotonou lors du 6e sommet de la francophonie organisé du 2 au 4 décembre 1995. La francophonie a dès lors pris une véritable dimension politique et pour lui donner une direction, un secrétaire général est pour la première fois porté en triomphe.
le diplomate égyptien Boutros Ghali est élu lors du sommet tenu au Vietnam en 1997. Investi de la mission de renforcer la cohérence des actions et la voie politique de la francophonie, il a pleinement joué son rôle de porte-parole politique et de représentant officiel de la francophonie au niveau international. La valse des secrétaires généraux à la tête de l'EIF n'a pas rompu cette dynamique. L'Organisation internationale de la francophonie brasse un vaste chantier pour l'épanouissement de cette grande communauté. Cela va de la gouvernance démocratique à la prévention des conflits, en passant par le numérique et la valorisation du capital humain. Le Bénin était très récemment le centre d'éclosion de l'initiative Vivre ensemble. Que le Bénin fait une fois encore figure de précurseur, puisqu'il est le premier État à s'approprier sur le plan national de cette initiative pour en faire une composante à part entière de sa stratégie jeunesse. L'actuel secrétaire général de l'EIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est venue à la succession de Michael Jean au sommet d'Erevan en 2018, nourrit elle aussi de grandes ambitions pour cette organisation vieille déjà de 50 ans. Voilà donc un brillant résumé que nous propose à l'instant Renaud Akako, monsieur Agrichok Parou. Vous êtes avec nous en plateau justement. Que pensez-vous des mutations de la francophonie dans le temps et dans l'espace? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et l'élément que vous venez de passer édifie à suffisance sur les objectifs de la francophonie qui ont évolué. Puisque vous avez parlé de mutation au départ, c'était une institution qui faisait la promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Et donc, elle a pris une dimension politique et pour aujourd'hui faire la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et tend vers même le développement durable. Pour s'adapter au contexte contemporain, je crois que aujourd'hui, la francophonie a ouvert le chantier du numérique. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Mais avant, est-ce qu'aujourd'hui, la francophonie n'est-elle, vous avez commencé par en parler, n'est-elle pas un outil plus politique que culturel? Bon, bien évidemment. Et quand vous scrutez le monde, et les pays adhèrent à des institutions à cause de leurs intérêts. Alors, une institution forcément et qui est animée par des chefs d'État et de gouvernement, forcément, on y voit la politique. Mais l'essentiel, c'est l'atteinte des objectifs qui est notamment aujourd'hui la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. Si ces objectifs sont atteints, je crois que la politique a réussi au-delà de la mission première qui est la promotion de la langue française ou de la promotion de la diversité culturelle. Est-ce qu'elle ne s'écarte pas dès lors donc, de ses origines, la francophonie, de la mission ou des missions que lui ont assignées les pères fondateurs? Bon, on ne peut pas affirmer tout de go. Cela, monsieur le journaliste, alors que l'homme doit s'adapter aux nouvelles réalités. La francophonie cherche, n'est-ce pas, à chaque fois des stratégies nouvelles pour son rayonnement. C'est dans ce sens qu'il faut situer et l'adaptation actuelle de la francophonie au contexte contemporain. L'ancien président sénégalais, poète aussi, Léopold Sédar Senghor, aimait à répéter que dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la francophonie. Oui. Et les pères fondateurs, comme on l'a vu dans le téléfilm, je crois au départ c'est le rayonnement de la France et par la même occasion la promotion de la langue française à travers le monde. Bon, nul doute que peut-être ce qui se fait là est très bien apprécié
C'est ce qui justifie l'attrait, par exemple, des pays anglophones vers la francophonie. Est-ce que vous voyez l'avenir de la langue française sous de meilleurs auspices? Naturellement, qu'on le veuille ou non, plusieurs pays à travers le monde parlent la langue française. Bien qu'actuellement, qu'elle soit la 5e langue parlée au monde, la langue française est ancrée déjà dans les mœurs et nous parlons, c'est la langue de travail dans beaucoup de pays francophones, et chaque année, et dans beaucoup de pays, s'organisent des concours de promotion de cette langue qui, je ne crois pas, ne disparaîtra pas. D'accord. Alors, que faut-il comprendre par le thème retenu cette année? On parle, je cite, de 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Ah, merci. Et je disais tantôt que la francophonie promet la diversité culturelle. 321 millions de francophones, des milliards, n'est-ce pas, de contenus culturels. La particularité de cette année, c'est que la francophonie, comme je l'ai dit, cherche chaque fois de nouvelles stratégies pour s'adapter au contexte contemporain. C'est dans ce sens d'ailleurs que se situe et ce thème, le thème de cette année intitulé ainsi qu'il suit. Alors, donc, quel est l'objectif? En fait, c'est le thème de cette année. Tout à l'heure, je parlais du numérique. La diversité culturelle, c'est de permettre sa découvrabilité, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'information sur la diversité culturelle sur le net. Puisque les francophones sont assez productifs sur le web, mais le vrai problème du français dans l'espace numérique n'est pas la productivité, mais sa découvrabilité. Donc il va falloir trouver des stratégies pour faire connaître cette diversité culturelle sur le net. De 21 en 1970, nous sommes, la francophonie, je veux dire, est passée à 88 États et gouvernements. Un bond quantitatif, me direz-vous, mais pour autant qualitatif? Oui, qualitatif, dans la mesure où même les nouveaux pays qui ont adhéré ont contribué au rayonnement, n'est-ce pas, de la francophonie. En ce sens que au niveau national, il y a, n'est-ce pas, des structures qui sont mises en place pour trouver des stratégies et dont la contribution est lors des sommets et des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, lors des conférences ministérielles ou bien lors du conseil permanent. C'est des stratégies qui sont mises en œuvre dans ces instances-là pour contribuer au rayonnement de la francophonie. Donc on peut d'ores et déjà dire que le nombre de 88 aujourd'hui a permis, n'est-ce pas, d'accroître la productivité, a permis à la francophonie d'aller de l'avant. Dans chacun des 88 États et gouvernements, comme au Bénin par exemple, comment la francophonie se sent-elle opérationnelle? Bon, si je prends le cas du Bénin, et pour ce que je sais, la Côte d'Ivoire, le Mali, en tout cas dans les pays africains francophones, notamment en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, nous avons à Lomé la représentation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a une structure nationale qui sert d'interface et qui mène les activités de la francophonie est dénommée Commission nationale permanente de la francophonie. Mais dans certains pays, il y a un bicéphalisme aussi. En même temps, il y a la commission, mais il y a également un représentant permanent du chef de l'État. Jusqu'à un passé récent au Bénin, également, c'était ça, où le Bénin a un bureau du représentant personnel dénommé Sherpa,
Mais le 25 mai 2022, a déjà été prise en Conseil des ministres pour la coordination des activités de reverser ces attributions au ministre des Affaires étrangères. Et donc désormais, il n'y a plus le représentant personnel. Le ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie, est chargé de coordonner toutes les activités de la francophonie au niveau national. Mais certains pays continuent, n'est-ce pas, de pratiquer ce mode de gestion des dossiers de la francophonie. Connaissez-vous le poids du Bénin dans l'organisation, dans le fonctionnement de l'organisation? Le Bénin a joué un grand rôle et continue de jouer, n'est-ce pas, un rôle important dans le fonctionnement de la francophonie. Et c'est l'occasion de saluer le leadership du ministre René Agbenossi, qui a donné, n'est-ce pas, de nouvelles orientations pour que le Bénin continue de travailler pour la promotion et le rayonnement de la francophonie. Alors, que fait la francophonie au Bénin et en quoi elle met, elle met en valeur, je veux dire, notre pays au sein de cet espace de coopération pour le moins multilatéral? J'allais dire tout à l'heure, je disais que la francophonie au départ, c'est la promotion de la langue française, de la diversité culturelle. Mais aujourd'hui, et je vais donner des exemples concrets, la francophonie s'investit dans plusieurs activités au Bénin. L'entrepreneuriat des femmes et le financement des projets et des jeunes, avec des chiffres à l'appui. La francophonie travaille avec des structures nationales telles que la NCBE, l'Association internationale des parlementaires travaille avec la NCBE et sur des projets innovants et même finance la réalisation des infrastructures. Et le siège de la NCBE et à Calavi est le fruit de la coopération entre le Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est financé à coût de, si mes souvenirs sont bons, à coût de 300 millions de francs CFA. Le siège de la NCB? Oui, le siège de la NCB à Calavi. C'est financé, la construction est financée par l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord. Et je peux étendre et les réalisations de la francophonie au Bénin. Je disais que la francophonie finance des projets. D'ailleurs, nous venons d'écrire aux structures nationales, et puisque chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie fait un appel à candidature de projet. Et donc, nous essayons de faire une large diffusion au niveau des structures concernées pour permettre, puisque leur mode de financement, c'est un financement direct. Ça ne passe pas par la commission, mais nous essayons par la suite, lorsque les projets sont financés, de faire le suivi. Donc, il y a, si je me mets à citer les investissements, ici, je crois que... On n'en finira pas. Voilà. On se rappelle que c'est à Cotonou que la francophonie a été dotée sur décision du sommet en 1995 d'un poste de secrétaire général que vous représentez normalement à Cotonou? Non, si c'est au niveau de la fêtière, et le secrétaire général est chargé de diriger l'organisation au niveau international. Mais je suis secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, la structure nationale. Très bien. Vous confirmez que ce poste de secrétaire général est la clé de voûte du système institutionnel de la francophonie? Oui, oui. Et l'actuel secrétaire général, c'est la Rwandaise Louise Mushikiwabo. D'accord. Réélue pour un mandat de 4 ans lors du dernier sommet
et du 18e tenu à Djerba en Tunisie, et qui a connu la participation de la vice-présidente du Bénin, et Tchabi Talata, et la délégation a été conduite par le ministre Agbenossi Aurélien, et les dossiers ont été conduits de main de maître par mon prédécesseur Adok Davi, et que je salue au passage. Très bien. Alors, monsieur Aguito Kwaron, vous disiez tantôt que la francophonie promeut la paix et la bonne gouvernance. De l'avis de certains observateurs, il y a quand même de ces pays-là où la bonne gouvernance n'est pas forcément la chose la mieux partagée, où on essaie de faire des coups d'État institutionnels à travers peut-être les troisièmes mandats. Et on estime que voilà, ces pays sont toujours mieux cotés à la francophonie, soutenus par la francophonie. Quel commentaire vous avez à faire dans ce sens? Bon, et ce qui est souhaitable, comme je l'ai dit, la francophonie promeut la démocratie. Donc la tenance au sommet et de l'État. Il est souhaitable que nos dirigeants essaient quand même de respecter les mandats constitutionnels et ne pas faire des acrobaties juridiques pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que la francophonie a des moyens de pression pour qu'elle exerce, bien sûr, sur ces chefs d'État qui font montre de ces pratiques très peu catholiques? Est-ce que leurs pays sont par exemple menacés d'éviction ou d'éjection de l'institution? Donc, vous savez, les décisions sont prises lors du sommet et qui est composé des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est difficile à ce niveau, n'est-ce pas, que des décisions du genre soient prises pour sévir ceux-là qui sont chargés d'animer, n'est-ce pas, la structure. Et c'est ce qui est noté dans beaucoup d'institutions à travers le monde. Voyez-vous, bon, moyen de pression, on essaie par pédagogie quand même comme je le dis, et la francophonie essaie quand même à travers des actions d'amener les chefs de l'État à faire la promotion de la démocratie à leur niveau. Mais pression, voyez-vous, même au niveau de l'ONU, il y a des pressions. Pourtant, chaque fois que l'occasion est donnée à certains dirigeants, je ne dirais pas assoiffés de pouvoir, mais qui pensent qu'ils doivent rester aussi longtemps au pouvoir pour insuffler un nouveau dynamisme au développement du pays. Bon, nous voyons ce qui se passe après les soulèvements populaires qui ne sont pas souhaitables. Donc il faut faire en sorte que les chefs d'État, lorsque ils accèdent au pouvoir, ils font leur mandat constitutionnel et s'éclipsent pour laisser la place à leurs successeurs. Et c'est cette promotion-là que la francophonie est en train de faire. D'accord. Alors, vous parliez à l'instant de l'ONU, vous faites bien d'évoquer l'Organisation des Nations Unies, de l'avis de beaucoup d'observateurs en quittant 21 États en 1970 à 88 États. Depuis 2019. Aujourd'hui, depuis 2019, certains observateurs estiment que la francophonie est en train de devenir presque un ONU bis, si vous voulez, et qu'elle, justement, elle est en train de perdre de son éclat. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, pas forcément. Et même dans la sous-région, vous verrez que les États sont partis à plusieurs organisations. Je prends le Bénin, nous sommes partis à l'UEMOA, nous sommes partis à la CEDEAO. Voyez-vous, les objectifs ne sont pas totalement les mêmes. C'est ce qu'il convient de souligner également au niveau de l'ONU et de la francophonie. Les objectifs ne sont pas forcément totalement les mêmes, mais ce qui convient de préciser, c'est que forcément, et toutes ces institutions ont pour objectif commun la paix et la sécurité internationale et gage du développement durable.
Très bien. Vous reconnaissez aussi les Jeux de la francophonie comme moyen d'être plus proche et à l'écoute des populations? Oui, évidemment. Et je disais à l'entame que la francophonie cherche toujours des moyens pour son rayonnement. Des stratégies, c'est en ce cadre qu'il faut situer la francophonie vers les populations. Parce que forcément, vers la jeunesse également. Parce que le sport, c'est la jeunesse. Le sport, c'est la promotion de la jeunesse. Alors, donc, en menant des activités sportives, la francophonie, et pour la francophonie, c'est un outil pour le rayonnement. Et puisque tout à l'heure, vous le disiez, est-ce que on ne peut pas parler du déclin de la francophonie? On allait revenir dans la suite de cette émission. Vous êtes un tout petit peu en avance sur le conducteur, mais c'est pas grave. Je vais quand même revenir un tout petit peu en arrière. On sait qu'avant tout que l'une de vos missions fondamentales est de défendre, de promouvoir le français. Mais cette langue est encore 5e dans le monde. Bon, là, qu'on le veuille ou non, quand vous prenez le Commonwealth, vous verrez que ils sont, le nombre est élevé. Et je n'ai plus en tête, mais le monde francophone, c'est 88 pays. Si, le Commonwealth, il doit être autour de 56, si je ne me trompe. 56. Mais l'anglais a pris le pas sur beaucoup de langues. Et la francophonie est en train de travailler à égaler peut-être l'anglais, pourquoi pas, à le surpasser. Et c'est à juste titre que, à travers le monde, des concours de promotion de langue française sont organisés. Alors, comment la francophonie entend-elle, on va dire presque, ce nationalisme exacerbé qui pousse de plus en plus dans les capitales africaines contre justement la langue française, qui appelle justement à aller contre cette langue française et à faire la promotion des langues locales. On voit ce qui se passe actuellement au Mali, par exemple, où on est en train progressivement de vouloir mettre de côté la langue française. Au Rwanda, certes, la langue française revient sur le tapis avec le réchauffement donc, des relations diplomatiques, mais pendant longtemps, et depuis 2008 d'ailleurs, le Rwanda, la langue anglaise est devenue la langue officielle du côté de ce pays-là. Sous quel angle la francophonie analyse tous ces mouvements de la société? Bon, c'est de bonne guerre. Certains dirigeants estiment que la France, contrairement à l'administration anglaise, ne laisse pas à leur pays l'autonomie et cherche aujourd'hui les moyens pour affirmer leur souveraineté. Alors, il revient à la France, notamment, de savoir comment manager et pour garder dans son giron je dirais, ces pays colonisés, avec qui forcément il doit mener, n'est-ce pas, une coopération, soit bilatérale ou multilatérale. Parce que il ne va pas vous échapper que quand nous prenons l'administration anglaise, les gens estiment que le pays colonisateur laisse beaucoup plus d'autonomie de gestion dans ces pays-là. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, comment on appelle, la situation que vous êtes en train de déplorer. Donc la France y veille. Et je crois que si vous suivez l'actualité au début de ce mois, le président français Macron a effectué une tournée en Afrique centrale. Et donc c'est pour changer de paradigme. Congo, au Gabon, en Angola aussi. Bien que la tournée soit boudée, c'est de montrer que, évidemment, on doit changer de paradigme. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et que la France doit en tenir compte dans ses rapports avec ces pays-là. Il a notamment précédé cette tournée africaine du dévoilement de sa nouvelle politique donc vis-à-vis de la France-Afrique. De la France-Afrique, justement.
est-ce que l'institution entend, d'accord, les critiques vis-à-vis des panafricanistes aujourd'hui, en tout cas ceux-là qui veulent d'un détachement presque entier vis-à-vis de la France? Est-ce que l'institution entend? Comment est-ce que la francophonie supporte ou analyse aujourd'hui les contestations de plus en plus accrues vis-à-vis de la France? Je dirais les pays ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Dès lors que des accords ont été signés, et quelle que soit la durée, il faut les respecter et trouver les mécanismes adéquats pour dénoncer ces accords-là. Et je pense que la France, comme je l'ai dit, est en train d'analyser la situation, est en train d'analyser le comportement de ces chefs d'État et cherche des stratégies pour les maintenir, pour maintenir ces relations-là. Parce que qu'on le veut ou non, lorsque vous perdez des alliés, lorsque vous perdez des partenaires, ce n'est pas bien. Or, l'objectif, c'est le rayonnement. Et c'est là où, si la France ne fait rien pour maintenir ces partenariats-là, ça peut tendre vers le déclin. Mais vous êtes d'accord pour un changement de paradigme? Naturellement. Et c'est ce que je ne dirais pas que le président Macron est en avance, mais il a très tôt compris et a pris son bâton de pèlerin et pour faire le travail au fin de rattraper encore ce qui peut l'être. Certains estiment, beaucoup d'observateurs du moins estiment que la francophonie est un outil au service de la France. Quel commentaire avez-vous à ce sujet? Bon, un pays n'a que des intérêts. Quand nous prenons, même nous voyons aujourd'hui le comportement des autres États aussi. Chacun tire le drap de son côté pour ne pas avoir froid. Vous voyez, analyser le comportement de la Russie et de la Chine aujourd'hui. Et c'est vers ces pays-là que beaucoup, les pays qui boudent la France, n'est-ce pas, nous, des partenariats aujourd'hui. Peut-être que ces pays-là proposent mieux que la France dans les accords, puisque à travers la diplomatie, c'est la signature notamment de beaucoup d'accords et de conventions. Et donc, ces pays-là, comme je le disais, puisqu'il fallait voir le contenu de ces accords pour en parler suffisamment, mais toujours est-il qu'un pays, c'est des intérêts. Donc, s'ils vont vers ces pays-là vont vers de nouveaux partenariats, ça veut dire que ces nouveaux partenaires proposent mieux et que la France leur a proposé hier. Et donc, la France également devait en tenir compte si elle veut continuer par rayonner. Un long chemin a été parcouru, mais de nouveaux et grands défis attendent encore la francophonie. Lesquels, à votre avis? Et la jeunesse, et la paix et la sécurité, parce que si j'analyse la situation au niveau national, et le Bénin qui a été épargné par le terrorisme a vu ses frontières, n'est-ce pas, détruites par les djihadistes aujourd'hui. Et quand vous voyez la tranche d'âge de ceux qui s'adonnent à cette activité, c'est la jeunesse. Alors que faire? Il faut donc essayer de régler le problème de l'emploi. Parce que j'ai noté que le terrorisme aujourd'hui, dans nos frontières, ce n'est plus le terrorisme, et je dirais religieux ou politique, mais c'est plutôt le terrorisme économique. Parce que la jeunesse qui n'a pas d'activité s'adonne à des activités prohibées. La contrebande d'essence, de stupéfiants, de drogue et tout. Alors donc, les forces de l'ordre et de sécurité qui tentent, n'est-ce pas, de leur barrer la voie, ils les affrontent. C'est ça qui justifie aujourd'hui. Et donc la francophonie, puisque nous faisons la promotion de la francophonie fait la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, je crois qu'on doit travailler à régler le problème d'emploi des jeunes, et la francophonie et le fait déjà en finançant des activités de jeunesse. Je parlais tantôt d'appel à projet, et actuellement, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour lancer sous la houlette du ministre Aurélien Agbenossi
Ça peut être cette semaine ou l'autre semaine, vous serez invité à couvrir l'événement. Nous nous apprêtons à faire le lancement de la journée internationale de la francophonie. Puisque bien que ce soit le 20 mars qui est retenu, vous savez que l'agenda d'un ministre des Affaires étrangères est surchargé. Donc, on trouvera un créneau pour procéder au lancement, pour être en phase, n'est-ce pas, avec les activités. Et dans ce cadre, nous allons organiser peut-être de petites émissions pour montrer comment l'OIF finance les projets de la jeunesse. D'accord. Comment les jeunes peuvent bénéficier des projets et programmes. Et ce faisant, l'OIF règle les problèmes d'emploi et par la même occasion les problèmes qui tournent autour de tout ça. Très bien. Monsieur Agbetor Kouahoun, nous sommes presque au terme de cet entretien, mais avant de vous laisser partir, est-ce qu'aujourd'hui, la francophonie est-elle, justement, vous direz répondre à cette question, il y a quelques minutes, est-ce que la francophonie est-elle sur le déclin que sur, je vais dire, une pente ascendante? Je l'ai dit, la francophonie, dès lors que nous ne notons pas des retraits des pays, et bien qu'ils boudent la mère patrie, et je crois les autorités à ce niveau vont travailler pour rattraper ce qui est encore à rattraper et trouver de nouvelles stratégies. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels et qui fera la promotion de la culture à travers le monde sur le net. Et je veux saluer au passage le ministre de la digitalisation et du numérique qui est actuellement le président des ministres francophones et du numérique qui est en train de travailler et pour l'atteinte de ces objectifs au niveau national. Très bien. Dans quelques semaines, le Bénin accueille Paul Kagame, président du Rwanda, membre influent du Commonwealth que vous évoquiez tantôt. Membre influent également de la francophonie. Très bien. Qu'en pense le pur francophone que vous êtes? Bon, vous savez, la coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Et le président Patrice Talon a donné des instructions pour que ces relations-là soient dynamisées et soient renforcées et pour ouvrir, n'est-ce pas, de nouveau aux horizons ou ouvrir d'autres domaines, n'est-ce pas, de coopération pour le développement et le bonheur de nos deux pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Paulin Agbetor Kouahoun. Vous êtes diplomate, ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères. Vous êtes en poste au secrétariat général de la Commission nationale permanente de la francophonie du Bénin depuis le 13 février dernier. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci, messieurs les journalistes. Et au plaisir de vous retrouver très très prochainement par ici ou ailleurs. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. On s'arrête pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est le bulletin d'information, une présentation de Jean-Claude James.